raison, au nom de la déesse raison, au nom de la rationalité, impose une vision étriquée du monde, voilà, une vision étroite du monde. Alors que le monde, il est infini. Non, mais moi, ma thèse, Il c'est est que merveilleux, il y a de la magie. Il n'y a pas qu'au cinéma qu'il y a de la magie. Voilà. ma thèse, c'est qu'il est plus facile de distinguer un être humain normal. La vérité, il ne sait pas forcément ce que c'est, mais il sait ce que c'est que l'erreur. Ce qui est Ça, faux. je sais pas. Bah, l'erreur. Il faut accepter l'erreur est humaine. Non, mais il ne s'agit pas d'accepter, il s'agit de la repérer. Vous repérez qu'il y a une erreur. Vous repérez qu'il y a quelque chose de faux. Oui, Bon, voilà. Bon, c'est plus facile de se mettre d'accord. C'est plus facile de distinguer. Par exemple, si je vous dis ça c'est sale ou c'est propre. Là, ce texte-là, il y a un truc qui est vrai. Oui, mais l'hypothèse de départ, elle ne doit pas être étriquée. Il ne faut pas obéir à ce que nous ont dit nos parents, au modèle dominant de la science, au dogme religieux. Il faut que l'hypothèse de départ soit ambitieuse. Il faut une transcendance. Il faut aller vers. Non, mais déjà, si vous au niveau des parois de la caverne. Non, mais moi je suis le cartésien. Oui, oui. Les cartésiens commençons déjà par détecter. Non, moi je ne suis pas cartésien. Il ne faut pas croire que Descartes, que la philosophie de Descartes, c'est quelque chose de rationnel, non, mais je sais pas, de raisonnable. Non, mais quoi, là, c'est un rosicrucien, et ces gens-là, ils ont toujours caché la connaissance. Je parle du discours de la méthode, je ne parle pas des philosophies de Descartes en général. Cartésien, il faudrait savoir encore, quand je vous dis ça, il faudrait savoir de quoi je parle. Je dis simplement, déjà, détecter ce qui est invraisemblable, par exemple dans un discours, dans un texte qui ne tient pas debout, ou c'est une imitation, une contrefaçon, une forgerie, une imposture. Voilà, bon déjà, si vous faites déjà cette élimination, c'est déjà pas mal. On voit déjà voir les contradictions. Voilà. Les gens sont très... Par exemple, souvent dans la discussion, les gens disent « Ah, mais ça, c'est contradictoire » ou « ça tient pas debout ». C'est déjà pas mal d'être d'accord là-dessus. Donc si quelqu'un a étudié un sujet comme par exemple tout ce qu'a dit l'Église sur les Juifs depuis 2000 ans, et je lui dis « Mais dans tout ce que les Juifs, tout ce que le christianisme a dit sur les Juifs, qu'est-ce qui, à votre avis, est faux ?» Ça peut être compliqué. Il y a plusieurs factions dans l'Église. Non, mais je veux dire, alors, lui, il me dit tout ce que dit l'Église est vrai. C'est un problème. Par définition, il y a toujours une proportion de faux dans quoi que ce soit, parce qu'il y a des gens qui ont rajouté des trucs. Mais tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est dans le repli identitaire, qu'il soit juif, chrétien ou musulman, de réfléchir. C'est pas des gens qui réfléchissent, ça. C'est pas les gens qui sont dans le repli identitaire qui vont réfléchir. Ces gens-là, ils cherchent un confort intellectuel. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi, Laurent, le repli identitaire? Ça, c'est ton langage à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a celui qui croit que parce qu'il est juif, chrétien et musulman, il fait partie de la famille des juifs, des catholiques ou des musulmans. Alors que par définition, les religions, moi je crois aux Illuminati, aux reptiliens, toutes ces choses-là. Je pense que les dieux, ce qu'on appelle les dieux, bien entendu, entre guillemets, cette oligarchie qui a créé la religion, on ne fait pas partie de la famille, on est des esclaves pour eux. Donc si on refuse d'obéir, eh bien, on est exclu, voire éliminé. Voilà. Donc le repli identitaire, c'est une escroquerie, parce qu'on ne fait pas partie de la famille. Moi je viens du monde catholique et je sais que dès que j'ai refusé d'obéir, je ne faisais plus partie du monde catholique et que je suis partout au étranger. Voilà. Dès qu'on cherche la vérité, on est partout au étranger. Et en même temps, on est partout chez nous. C'est ça qui est bien. Moi, j'ai inversé l'analyse. Il faut d'abord chercher. Il faut déjà la vérité. Il faut chercher d'abord l'erreur avant d'arriver à la vérité. Il faut détecter l'erreur. Notre intelligence est beaucoup plus capable de déterminer. Notre intelligence est beaucoup plus capable de déterminer ce qui est faux que ce qui est vrai. Ça, je suis pas sûr. Non, ce qui est vrai, c'est ce qui n'a pas été prouvé comme faux. Albon, t'es là? Oui. Moi, j'ai pas cette prétention. Ah, y a toi. Mais non, c'est plus facile. C'est plus facile de détecter le faux que le vrai. On est d'accord, Philippe? C'est quoi le thème de ce soir? Parce que je suis pas venu sur. Est-ce qu'on est capable de distinguer le vrai du faux? Est-ce qu'il est plus facile de savoir si quelque chose est faux que de savoir si quelque chose est vrai? Ça, c'est tout à fait dans tes cordes, ça. Ah oui, d'accord. Mais voilà le sujet. C'est-à-dire que, non, par exemple, si je vous dis... Pour moi, Picasso, c'est faux, et Léonard et Raphaël, c'est vrai. Voilà. Non, mais il ne s'agit pas de dire... Il s'agit de dire... Je parle d'absolu. Pour moi, il y a un absolu dans les arts plastiques. Non, mais... Dans les arts plastiques, il y a un absolu pour moi. Il y a la beauté et la laideur. On se mettra tout... On arrivera plus facilement à convaincre les gens que telle chose est fausse, parce que pour toi, ça ne tient pas debout, ça ne correspond pas, etc., que de prouver que quelque chose est vrai. Le faux est plus facile à démontrer que le vrai. Je peux pas plus facilement prouver qu'une chose est fausse, que c'est une contrefaçon, que c'est une imitation. Du moment qu'on ne reste pas dans le confort intellectuel, qu'on ne se soumet pas au modèle dominant de la science, qu'on ne se soumet pas au dogme religieux,
et qu'on ne fait pas ça par lâcheté pour éviter d'avoir des problèmes ou parce qu'on a une vision étriquée du monde. Voilà. Oh, bien. Laurent est en pleine forme. Vous connaissez, oui. Oui. Laurent, là, aujourd'hui. Et c'est pas avec le cartésianisme français qu'on va s'en sortir, il faut revenir à Rabelais. Voilà. Rabelais avec la lignée des géants, Gargantua, tout ça. C'est à ça qu'il faut revenir, c'est ça la vraie France pour moi. C'est pas la France de la science officielle, c'est pas la France des académiciens. De l'establishment. Quand vous lisez un texte, est-ce qu'il y a des choses, vous dites ça colle pas, ça marche pas? Non? Vous n'avez pas d'esprit critique? Si, Vous manquez d'esprit critique? J'ai pas dit que je n'avais pas, mais je me permets, je ne le suis pas toujours, hein, tout le monde sait que je suis mégalo, mais dans l'étude, c'est vrai qu'on est obligé souvent d'être modeste. Parce que, Moi j'aime bien les notions de nettoyage, nettoyer. Vous voyez un truc, c'est sale, vous voyez bien qu'il y a des choses qui ont été rajoutées, qui ont été plaquées par-dessus, c'est sale. La Voilà. pensée officielle, c'est pas difficile parce que c'est Big Brother, c'est caricatural, c'est de la propagande caricaturale. Donc là, on voit le vrai du faux. Par contre, lorsqu'il s'agit vraiment d'études profondes, là, je préfère rester modeste. Voilà. Parce que Mais il y a vraiment, souvent des choses qui ont été je rajoutées, sais qui ont que je suis été un adulte, j'ai modifiées. 45 ans, que j'ai tout à découvrir, qu'il faut que je reste à ma place et que je reste modeste. Parce que j'ai encore tout à découvrir. Je suis désolé. Plus on étudie et plus on se rend compte de l'étendue de notre ignorance et de notre imbécilité. Non mais c'est pour ça que je disais, Je sais que je ne sais rien. Par contre, quand il s'agit d'un passé officiel, c'est pas difficile, c'est tellement Je- grossier, tellement grotesque. je sais que je ne sais rien, ça veut dire que c'est plus facile pour Ah, mais moi. ça fait plaisir d'entendre Socrate là, parce que moi je suis. Non mais c'est lui qui a dit ça. Je sais que je ne sais rien, ça veut dire qu'il est plus facile de savoir que quelque chose ne tient pas debout que de savoir ce qui vraiment tient debout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, une fois que j'ai enlevé toutes les crasses, toutes les saletés, là j'ai plus de chances d'avoir quelque chose de valable. Mais si j'ai pas déjà fait ce travail de nettoyage préalable, c'est pas la peine. Il faut déjà nettoyer. Je me suis jamais posé ces questions que vous me posez. Eh bien, commencez à vous les poser. Je sais pas, Parce que c'est bon. Il faut avoir l'humilité de se dire que la première chose qu'on commence à votre dans la discussion, par exemple, les gens vont vous dire, ils vont pas vous dire ce que tu dis est vrai, ils vont dire ce que tu dis est faux. Parce nous sommes formés mentalement pour déterminer. C'est une question de survie de l'espèce. Nous sommes capables de nous défendre. Quand nous entendons quelque chose de faux, on se méfie. Quand on voit quelque chose de sale, on se méfie. Si vous n'avez pas la capacité de déterminer le faux ou le sale, vous vous laissez envahir par des trucs complètement débiles. Mais il faut sortir des préjugés scolaires, des préjugés familiaux, des préjugés religieux et des modèles dominants de la science. Et il faut partir à la recherche dans le monde de l'inconnu, dans le noir le plus complet de l'inconnu. Il faut aller vers l'inconnu. Et normalement, un mec, je parle le mâle, l'homme, il aime l'aventure. Il y a des femmes aussi qui aiment l'aventure, il y a des grandes exploratrices, mais c'est tout leur honneur. Mais un mec, il devrait plutôt être tenté par le voyage, par l'aventure, par la recherche de la vérité, par tout ça. Et c'est pour ça, quand vous voyez des gens qui sont dans le repli identitaire, qui sont dans le machisme, mais alors que vous voyez le comportement qu'ils ont, c'est pas le comportement de mecs. S'ils étaient vraiment des mecs, ils aimeraient l'aventure, ils aimeraient aller vers l'inconnu. Or, ils font pas ça, ils veulent rester chez maman, ils veulent rester comme des femmes à la maison. Je vais vous poser une question. Est-ce que dans votre vie, vous avez découvert des choses qui étaient fausses? Des choses qui étaient tout fausses. le temps, puisqu'il y a des choses qui sont vraiment caricaturales. Non, mais parce que toute l'histoire de la science, de la réflexion, c'est quand on découvre, par exemple, que quel truc était faux, et que ça ne tient pas. La révolution copernicienne, par exemple, le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, c'est parce qu'on a découvert qu'il y avait des choses qui ne tenaient pas debout. Non, on n'a pas découvert. L'élite était déjà au courant. Ils savent même que. Ils savaient Oui, même mais- aller. Non, les gens cultivés ont toujours su que la Terre est. D'ailleurs, elle est pas ronde, elle est aplatie au pôle, et qu'il y a des ouvertures au pôle, et qu'il y a un monde souterrain que les Scandinaves appellent l'Asgard, et que les Asiatiques appellent. Non, que les Scandinaves appellent l'Asgard, et que les Asiatiques appellent l'Agartha. Oui, Voilà. la Gartha. Voilà. Aujourd'hui, si vous parlez de ça, on vous traite de conspirationniste, de néo-nazi, etc. Oui. On est toujours dans un monde obscurantiste. Mais par contre, l'élite, elle sait, mais elle veut garder le savoir pour elle. Oui. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même eu des factions dans l'élite qui veulent faire connaître ça. Et que ce soit dans le monde du cinéma ou dans... Mais justement, quel est le rôle de l'élite, mon cher Laurent? Le rôle de l'élite, c'est de décrasser le peuple, de lui enlever ses fausses Oui, mais il y a une idées, élite ses éclairée préjugés. aussi. Non Il y mais a voilà, une élite c'est le qui- rôle, il faut justement que l'élite soit capable de déterminer le vrai du faux pour décrasser le Oui, peuple mais- et pour protéger le peuple contre le faux. Non mais la connaissance secrète est disponible en librairie, elle est même diffusée dans les films grand public au cinéma. Donc quand je dis l'élite, c'est vrai qu'il y a plusieurs forces, c'est pas que les forces du mal, il y a aussi les forces du bien, bien entendu. Oui, mais Faut pas- je veux dire que les gens, il y a des gens qui sont incapables
Ils Il n'ont y a pas une le- élite qui flatte le peuple, qui est dans les bas instincts Oui. et qui veulent maintenir Donc je le peuple repose ma dans l'ignorance. question, est-ce que dans votre carrière, parce que vous avez plus de 40 ans, est-ce que vous avez tombé sur des trucs en disant ça, je vais prouver que c'est faux? Oui, par exemple, la théorie du réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'il n'est pas une théorie qui est Voilà. un dogme Voilà. imposé. Et donc comment vous pouvez démolir cette théorie par exemple? Eh bien, il y a 0,035% de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Voilà. Et on accuse le dioxyde de carbone d'être responsable du soi-disant réchauffement climatique. Voilà. Il faut savoir que les eaux du Pacifique se refroidissent. En ce qui concerne la destruction du corail dans le Pacifique, il y a des écologistes de terrain qui ont dénoncé le rôle des crèmes de bronzage. Voilà. Ah oui. Les crèmes de bronzage, ce seraient des cosmétiques fabriqués avec des produits dangereux qui détruiraient en fait la faune aquatique. Donc en l'occurrence, là, la thèse ne prend pas en compte certaines données, c'est ça? Plein de données. Il faut savoir que Elle quand on ignore parle de certaines, elle climato-sceptiques, néglige certains éléments. il y a un combat entre les scientifiques de terrain et les scientifiques des bureaux. Vous avez ce qu'on appelle les modélisateurs, qui sont des scientifiques qui sont derrière des ordinateurs, qui font des modèles. Et vous avez les scientifiques qui sont sur le terrain et qui prennent des mesures. Et puis vous avez des gens comme des volcanologues comme Harun Taziev, qui s'était opposé au réchauffement climatique, qui sont des scientifiques de terrain. Et ces gens-là, c'est ce qu'on appelle les climato-sceptiques. Oui. Ils ne reçoivent pas d'argent. Oui. Par contre, les gens qui parlent de la théorie anthropique, c'est-à-dire de l'origine humaine de la cause du réchauffement climatique, eh bien, ce sont souvent des scientifiques de bureau et c'est eux qui accaparent l'argent de la recherche. Oui. Ensuite, c'est criminel tout ça, parce que ça veut dire que quand on parle de diminuer l'empreinte carbone, il faut savoir que l'être humain rejette le dioxyde de carbone. Donc ça veut dire qu'on va exterminer des milliards d'êtres humains. Alors, est-ce que vous posez ça, est-ce que c'est vous qui l'avez trouvé ou vous l'avez lu quelque Non, part? mais les dissidents se battent depuis longtemps contre ça. Moi j'ai été initié à la science par ma prof Famille. de sciences à l'école et c'était une disciple d'Harun Taziev et elle m'a fait connaître Harun Taziev. Voilà, moi j'étais amoureux d'elle, donc c'est comme ça que j'ai connu. Et depuis l'âge de 5 ans, je suis passionné par la conquête de l'espace. D'accord. Et dans le domaine donc par exemple, par exemple les évangiles ou la Bible. Attendez, on va rester à la réchauffement climatique, et c'est Bon, le d'accord. sujet. Bon. Donc il y a des paramètres dont il ne faut pas parler. Par exemple, il y a le projet HARP. Le projet HARP, ce sont des antennes qui se trouvent en Alaska, qui agissent sur les hautes couches de l'atmosphère. Et certains investigateurs disent qu'il s'agit d'une arme climatique, sismique et de contrôle mental. Ouais. Et ça a été dénoncé par le gouvernement iranien, par le gouvernement vénézuélien, je suis très fatigué, excusez-moi, par le gouvernement chinois. Qu'est-ce que je veux dire il faut savoir que les glaces du Groenland fondent. Donc c'est proche de l'Alaska, le Groenland. Les glaces du Groenland fondent. Ce qui est intéressant parce qu'il y a des intérêts économiques qui veulent que les glaces de l'Arctique qui est autour du Groenland puissent fondre pour permettre certaines possibilités géostratégiques. Par contre, les glaces de l'Antarctique ne fondent pas, Ah. sauf sur le territoire américain en Antarctique. Et donc c'est un trucage quelque part? Ensuite, n'oubliez pas que ceux qui défendent le modèle dominant du réchauffement climatique, ils disent si il fait chaud, c'est à cause du réchauffement climatique, et s'il fait froid, c'est à cause du réchauffement climatique. Donc dans les deux cas, ils ont raison. Côté pile, ils ont raison, côté face, ils ont raison. Ouais. Et donc quand il y a un truc comme ça, c'est discutable. Et ensuite, on parle de consensus. En science, il ne doit pas y avoir de consensus. Absolument. Le consensus, c'est quand des copains se mettent d'accord pour aller au cinéma ou pour aller au théâtre. Là, il y a un consensus. Mais en science, un seul peut avoir raison contre tous. Ah oui. C'est ça la question. Il doit y avoir le débat. Moi, je suis pour le débat. Mais c'est la véritable démocratie. celui qui a raison, alors justement celui qui a raison, il va peut-être plus facilement. On sait pas qui a raison. Non mais Il faut être humble là-dessus. d'accord. Mais celui-là, c'est probablement celui qui va montrer que telle théorie est fausse. Bien entendu. Voilà. Et ça, c'est pour ça il faut le débat. Voilà. Si aujourd'hui il y avait le débat, il n'y aurait pas d'extrême. Non mais quand on montre à des gens que quelque chose est faux, généralement ils comprennent. Oui, mais Sauf pour ça, qu'ils il faut le n'y débat. avaient pas pensé. Ils n'y avaient pas pensé. Mais comme les dissidents ont toujours été sur Terre exclus du débat, c'est ça qui a toujours donné la place aux extrémismes. Parce que comme les dissidents n'ont pas droit à la parole, ça ouvre un boulevard pour les extrémistes.
Mais les extrémistes, c'est quoi les extrémistes? C'est pas des dissidents, les extrémistes? Non, je sais pas. il y a les rebelles officiels et Ouais. puis il y a les extrémistes officiels comme Caroline Forest, la police politique, la Gestapo, Ah oui. ou Charlie Hebdo, Libération. On va fumer la commande. Ouais, mais je vais pas t'attendre. Ouais, mais je vais pas te déranger plus. Ouais. De toute façon, je parle mal, faut l'enlever ça.